l'heure du journal sur la télévision djiboutienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Ismaël Omar Guelleh félicite le roi Salman bin Abdelaziz à l'occasion de la fête nationale saoudienne. Et Djibouti participe en Égypte au Festival international de musique et de chant spirituel. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne débloque 127 millions d'euros d'aide financière pour la Tunisie dans le cadre de la crise de Lampedusa. C'était les titres, bienvenue à tous et nous entamons cette édition par ce message de félicitations du président de la République au roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé des vœux de santé et de bonheur au roi du Royaume d'Arabie Saoudite et des gardiens des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations où il a également souhaité davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère saoudien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour réitérer leur attachement à la préservation et au renforcement des relations déjà privilégiées de fraternité, de solidarité, d'échange et de coopération avec la nation sœur saoudienne, a écrit le président Guelleh dans le message adressé au roi Salman. Il a également saisi l'occasion de ce télégramme pour rendre un vibrant hommage au rôle moteur du royaume frère saoudien dans les efforts visant à accroître la stabilisation et l'intégration économique de la région avant de renouveler ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple frère saoudien. Un message similaire a également été adressé au prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse Royale Mohammed Ben Salman. La République de Djibouti prend part à l'ouverture au Caire du festival Sam'a de la musique spirituelle et du chant. Coup d'envoi hier soir au Caire de la 16e édition du festival international de la musique spirituelle et du chant avec la participation de troupes provenant de 24 pays dans Djibouti. Notre ambassadeur en Égypte, Ahmed Ali Baré, a accueilli la délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture à l'aéroport international du Caire. Cette édition se poursuivra jusqu'au 27 septembre dans la capitale égyptienne et constitue une occasion inestimable de célébrer et de partager notre riche patrimoine culturel avec le reste du monde. À cette occasion, la ministre djiboutienne de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momin Assoubé, a indiqué que notre pays a eu l'honneur d'être donc invité à ce prestigieux festival et vient ancrer les relations historiques liant l'Égypte à Djibouti. De son côté, le fondateur et président du festival, Intessar Abdel Fattah, s'est dit heureux de la participation des troupes djiboutiennes à chaque édition de ce festival. Et prenons la parole, l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Baré, a invité les Djiboutiennes et Djiboutiens à suivre les performances de notre délégation à ce festival, que ce soit en personne ou à l'événement, ou via les médias qui couvriront cette célébration de la musique et de la spiritualité. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les organisateurs du festival et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette participation au Sam'a Festival International des chants et musiques spirituelles une réalité. Direction le Sénégal à présent, une délégation composée de cadres, inspecteurs et membres de la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a débuté sa participation à l'atelier régional de formation des leaders et des praticiens de la session 2023 qui se tient au bureau régional de l'UNESCO à Dakar depuis le 19 septembre dernier. Cet événement d'envergure régionale est organisé dans le but de renforcer les capacités et de promouvoir la transformation digitale dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique. Les principaux objectifs de cet atelier sont l'élaboration d'un programme de formation panafricain destiné aux leaders et aux praticiens de l'enseignement
techniques afin de leur fournir les compétences nécessaires pour relever les défis de la transformation digitale, création d'un réseau national visant à promouvoir la transformation digitale dans le secteur de l'enseignement technique au sein de chaque pays du continent. L'atelier s'efforcera d'établir une journée annuelle dédiée aux technologies de l'information et de la communication et au numérique dans l'enseignement technique, permettant de sensibiliser davantage à ces enjeux. Les participants en travailleront sur la création de centres d'excellence visant des centres d'excellence régionaux visant à promouvoir la transformation digitale au sein de chaque serre en Afrique. À Lissabie, où des fortes pluies arrosent la ville depuis un certain temps, il ne fait aucun doute que la pluviométrie est actuellement très importante, étant donné les trempes d'eau qui se déversent inlassablement sur la région. Ce mois de septembre a été exceptionnellement pluvieux dans la ville d'Ali-Sébié, marquant une période de conditions météorologiques inhabituelles. Les habitants d'Arassadjog ont pu constater une nette diminution de la chaleur caniculaire qui les avait accablés auparavant. Cette diminution de la chaleur est certainement un soulagement bienvenu pour les résidents qui ont dû faire face à des températures élevées. Ces précipitations observées au cours des derniers jours ont des conséquences positives pour l'agriculture de la région. De fortes pluies également appelées Karan arrosent la ville de Tadjoura dans les localités de Landa et de Adailou. Eh bien, l'agence de la météo a relevé 48 mm de pluie dans la journée d'hier à Adailou. Le barrage de Adailou est en eau et ces eaux vont atteindre la nappe qui alimente les puits situés sur les berges de l'Oued, qui permettra de sécuriser l'alimentation pour les familles qui exploitent les périmètres agricoles ainsi que pour les familles nomades. C'est l'un des sources régionales, l'Oued Magal, sur le littoral, qui prend sa source était en crue. Les précipitations ont aussi touché la ville de Landa et ses alentours avec une pluviométrie de 13 mm. Voici à présent, suivant un magazine de la rédaction sur le changement climatique. « 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a reçu vers l'espace. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont émis en grande quantité des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteignent désormais de niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques du changement climatique est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé de plein fouet par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mis à rude épreuve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auquel le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ces chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables au dérèglement climatique. Le PNUD, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ces phénomènes climatiques. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi de taille pour les pays sous-développés.
Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme le reste de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non du développement économique. Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour. Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les 5 régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts des changements climatiques. Les projets d'envergure ont été réalisés durant les 5 dernières années par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et de résilience au changement climatique de Chekaito dans la région de Dikil et celui des périmètres agro-pastoral dans les 5 régions de l'intérieur. La restauration des mangroves, qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine, a été réalisée par le département ministériel de l'Environnement et du Développement durable dans la région de Tadjoura et dans la région d'Obok, à savoir Raïsali et à Godoria. Djibouti veut accélérer sa transition vers un développement durable conformément aux engagements des Nations Unies. L'économie bleue est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans le pays. Djibouti possède une biodiversité marine très riche et diverse dont elle peut tirer beaucoup d'avantages dans le domaine de l'économie bleue. La République de Djibouti est un acteur incontournable dans la région et en Afrique dans la recherche de solutions au changement climatique. Trait d'union entre l'Asie et l'Afrique, la République de Djibouti est membre de PERESGA, qui est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Égypte, le Yémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La mer Rouge et le golfe d'Aden est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et reste une zone névralgique du commerce mondial. De ce fait, cette zone reste très vulnérable à la pollution, ce qui explique une réponse régionale pour les protéger efficacement. En outre, membre délégat dont elle a la présidence en ce moment et membre de l'Union africaine, Djibouti joue un rôle important au niveau de la région et au niveau du continent dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Pour conclure, la société civile s'implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage des connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutienne veut accentuer son travail. De plus en plus, les Djiboutiens s'intéressent au dérèglement climatique et veulent s'approprier la défense de l'environnement qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours. Autre information, depuis la mise en service de la nouvelle route reliant Tadjoura-Balho, la population de la sous-préfecture de Dola commence à entreprendre avec la création de développement des petits commerces. Ce constat de redynamisation des activités commerciales est palpable sur le long du corridor nord, mais surtout dans les villages situés à la frontière comme Balho et Firo à la frontière avec l'Éthiopie. La jeunesse de la sous-préfecture de Dola s'active et se lance dans des activités de génératrices de revenus avec ce nouveau centre de réparation de pneus près de Dola. Le centre de réparation de pneus situé à 6 km de Dola a été ouvert par un jeune de la localité, Daoud Youssouf. Les usagers de la route de Tadjoura-Balho sont très satisfaits de la disponibilité de ce centre qui leur évite les attentes interminables et le dépannage, un centre qui répond parfaitement aux attentes des usagers de la route Tadjoura-Balho. Les conducteurs de poids lourds éthiopiens et d'autres véhicules bénéficient des services de ce centre de réparation de pneus. Le préfet Mohamed Hamad Abbas, à l'heure de sa visite de contact à Dola, félicité ce jeune entrepreneur et encouragé les autres jeunes de la ville de prendre cette même voie. Le préfet et sa délégation ont pu visiter ce centre de réparation de pneus, très utile dans cette partie du corridor pour les camions éthiopiens et les usagers de la route. Le sous-préfet de Dola, Abdallah Kamel, a pour sa part annoncé que ce centre va contribuer à faciliter aux conducteurs de procéder aux réparations des pneus en cas de panne sur place.
Le jeune entrepreneur Daoud Youssouf s'est dit également fier de lancer son premier commerce après avoir suivi une formation. J'ai décidé de me lancer dans la réparation des pneus sur cette zone stratégique qui faisait défaut sur l'axe routier Tadjoura reliant à Balho, qui ne possédait auparavant aucun service de dépannage. Dorénavant, les usagers peuvent réparer directement sans se déplacer ou attendre le service de dépannage et me permet d'avoir un revenu en fin de mois. À Tadjoura ville, la ville de Tadjoura s'agrandit d'année en année et des nouvelles sites ont vu le jour à l'est et à l'ouest de la ville. La population augmente du fait de l'exode rural ou de poursuivre la scolarité des enfants dans les classes supérieures. Face à ce changement, l'entrepreneuriat prend une autre dimension avec l'ouverture de plusieurs papeteries pour satisfaire le besoin des familles en fourniture scolaire. C'est ainsi que plusieurs jeunes de Tadjoura se sont lancés dans la vente des fournitures scolaires, comme la jeune Nesro Moussa, qui propose toutes sortes d'articles. Son commerce est bien garni, les cahiers de livres et les sacs, les cahiers, donc les livres et les sacs, et toutes sortes de fournitures scolaires sont disponibles. Une activité qui permet aux jeunes d'avoir une occupation et un emploi face aux problèmes de chômage. Les enfants donc viennent en groupe ou avec leurs parents pour donc les achats des fournitures scolaires. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a lancé 3 frappes sur la bande de Gaza en représailles à l'envoi de ballons incendiaires. Plus tôt, des violences survenues lors d'un rassemblement à la frontière ont fait 28 blessés, tous des Palestiniens touchés par des tirs israéliens. Israël a attaqué les cibles du Hamas dans la bande de Gaza en représailles au lancement de ballons incendiaires contre Israël depuis le territoire palestinien. Depuis une dizaine de jours, la tension règne à la frontière entre Gaza et Israël. Ces frappes sont intervenues en fin d'après-midi hier, alors que des manifestants palestiniens s'étaient encore rassemblés à la frontière. Je vous le disais en titre, l'Union européenne débloque 127 millions d'euros d'aide financière pour la Tunisie dans le cadre de la crise de Lampedusa. La Commission européenne a annoncé hier la première série de paiements au titre du protocole d'accord controversé entre l'Union européenne et la Tunisie. La Commission européenne va débloquer près de 127 millions d'euros dans les semaines à venir pour soutenir l'économie fragile de la Tunisie et freiner les départs irréguliers de migrants. Ces déboursements interviennent dans un contexte de pression politique croissante de la part du gouvernement italien qui s'efforce de gérer un nouvel afflux de demandeurs d'asile sur l'île de Lampedusa. Plus de 10 000 migrants sont arrivés en quelques jours de Tunisie sur la petite île. La première ministre italienne et la présidente de la Commission européenne se sont rendues sur place dimanche. Et voilà donc, c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité à la télévision djiboutienne. Excellente suite de nos programmes.